Bonjour et bienvenue à cette émission de Victoriaville vous informe, la première émission de la saison. On se souviendra que malheureusement les tournages se sont arrêtés en mars avec le confinement, mais on est content de revenir pour une nouvelle saison pour l'automne et pour l'hiver et on a une belle émission à vous offrir aujourd'hui. Une émission en deux thèmes aujourd'hui. On parle loisirs et on parle environnement. On est encore dans la pandémie, on a à vivre avec tout ça encore. On a décidé d'aller à la rencontre de notre service des loisirs qui fait face à plusieurs enjeux. On sait que ça a été fermé au tout début, au mois de mars. Comment on s'y prend maintenant pour réouvrir le tout? Donc, dans un premier temps, on va aller les rencontrer. Dans un deuxième temps, eh bien, les projets ont continué, les services de la ville ont continué à travailler et c'est le cas du côté de l'environnement. Donc, on va aller rencontrer nos collègues qui vont nous parler, entre autres, de biodiversité et de gestion des surplus d'eau. Bonne émission! On a donné rendez-vous à Jean-François Béliveau, qui est le directeur adjoint du service des loisirs à la ville de Victoriaville. Bonjour Jean-François. Bonjour Fanny. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. On est devant la bibliothèque qui a réouvert il y a quelques semaines. Puis là, on s'est dit, on reprend la première émission cet automne. La dernière remonte à avant la pandémie. On ne peut pas ne pas parler de la COVID-19. Et je pense que tout le secteur des loisirs a quand même eu beaucoup à s'adapter dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et je voulais en parler un petit peu avec toi. On le dit, la pandémie a eu des impacts sur toutes les sphères, sur celle des loisirs, entre autres. On veut revenir un peu en arrière, en mars dernier, lorsqu'il y a eu l'annonce du confinement. Comment ça s'est passé au niveau du service des loisirs à la ville de Victoriaville? Bien, au niveau de notre service, évidemment, le premier changement important, c'est l'arrêt complet de toutes les activités de loisirs dans tous nos secteurs d'activité, que ce soit les activités régulières de nos associations ou encore les événements, les petits autant que les grands. Donc, on vivait une première qui était une suspension complète des activités dans le domaine du loisir municipal. Comment on se préparait à la suite des choses? En fait, l'équipe du service s'est préparée en s'adaptant à de toutes nouvelles habitudes. C'était un livre qui s'écrivait au quotidien, la situation de la COVID-19. Donc, on a eu à arrimer nos procédures à de toutes nouvelles façons de travailler, toujours dans l'objectif d'être prêt à réouvrir les services au moment où la relance était autorisée par notre gouvernement et la santé publique. Et là, juste pour mettre en contexte rapidement pour les gens qui se disent « OK, le service des loisirs, là, ça s'occupe de quoi? » C'est des infrastructures, c'est des événements, c'est beaucoup de choses. Là. On ne parle pas juste de l'administratif. Là. C'est large, c'est sur tout le territoire de Victoriaville. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à se préparer à. Là. Tout à fait. En fait, le service du loisir est un service de grande proximité avec le citoyen. On est présent dans à peu près toutes les activités qui touchent le citoyen, que ce soit de façon libre, sous des activités dont la promotion est faite par la ville ou encore avec nos partenaires, que ce soit les institutions ou encore les associations, les OBNL. On est présent un peu partout au niveau des habitudes et des loisirs de nos citoyens. Tout à fait. Et là, la pandémie, on est encore dedans, on est encore en cours. Il y a beaucoup de secteurs du loisir qui ont réouvert. C'est quoi les enjeux auxquels vous faites face présentement? En fait, le principal enjeu est d'offrir un environnement sécuritaire. On a à s'assurer que les nouvelles procédures sont connues de nos citoyens et citoyennes pour assurer que la pratique et la relance du secteur du loisir se fait de la façon la plus sécuritaire possible. Et là, on l'a vu, les utilisateurs l'expérimentent depuis quelques semaines déjà. On parle de la bibliothèque, on parle de la piscine où on va être tout à l'heure pour voir un peu à quoi ça ressemble le parcours du baigneur. Concrètement, là, le loisir présentement, ça ressemble à quoi? Concrètement, c'est une adaptation à de toutes nouvelles habitudes, bien que l'offre complète est de retour. On l'a vu avec la dernière annonce qui a lieu hier pour la réouverture du secteur des sports de combat. Donc, la relance, elle est complète. C'est un changement d'habitude qui est en train de s'installer en fonction d'un comportement responsable, autant nous de notre côté dans les aménagements qu'on doit faire que le citoyen et les citoyennes dans leurs habitudes lorsqu'ils fréquentent nos infrastructures pour pratiquer leurs activités de loisirs. C'est une responsabilité qui est partagée entre la Ville de Victoriaville et ses citoyens et citoyennes. Le comportement responsable permet de rendre
nos infrastructures accessibles, s'assurer que les offres qui sont offertes respectent les différentes consignes sanitaires et également tous les protocoles qui sont demandés par les différentes fédérations qui ont la responsabilité des offres de services là, dans certaines sphères du loisir. Oui, parce qu'il n'y a pas une manière uniforme de procéder. Hein. Chaque sport a ses particularités et c'est avec ça que vous devez jongler là, avec la reprise des sports. On est en pleine période d'inscription justement là, pour les sports et les loisirs pour l'automne-hiver. Donc c'est quand même un défi là, d'avoir à jongler avec différents enjeux. Voilà, c'est en plein ça. C'est que certaines consignes sont là dans toutes les sphères du loisir et chacune des sphères du loisir, que ce soit les événements, que ce soit les sports, que ce soit la culture, que ce soit les bibliothèques, il y a différentes particularités auxquelles on doit s'adapter, autant au niveau, encore une fois, des aménagements qu'on doit faire pour avoir accès à nos infrastructures ou encore dans les habitudes des participants dans chacune des activités auxquelles ils s'adonnent. Donc là, on le dit, on est en période d'inscription. Le milieu sportif est réouvert. On invite les gens à aller s'informer sur le site Internet de ce qui s'offre. Qu'est-ce qui va se passer là, cet automne? Qu'est-ce qui nous attend d'ici la fin de 2021? Ce qui nous attend, c'est une reprise complète de toute l'offre loisir qui est maintenant réouverte. On va souhaiter simplement qu'on puisse garder ces services-là accessibles à notre population et toujours dans un contexte qui est sécuritaire pour tous. Alors, c'est ce qui nous attend. C'est simplement des habitudes qui sont modifiées dans la pratique de nos activités. Une expérience toujours aussi positive. On invite les gens à venir pratiquer votre sport, votre loisir préféré. On est là pour vous accueillir. L'équipe des loisirs est en poste là, pour que tout ça se passe parfaitement bien. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à toi, Fanny. On est maintenant à la piscine Édouard Dubord avec Cathy Bergeron, qui est responsable aquatique. Bonjour, Cathy. Bonjour, Fanny. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que les gens vont voir des images derrière nous. La piscine a repris ses activités. Ce qu'on voit derrière, c'est un groupe sport-études. Puis là, peut-être que certains vont dire « Oh, il me semble que la distance physique… » Sachez que c'est par classe, par niveau scolaire. Donc, le concept de bulle s'applique, là, on se rappellera, dans les écoles où chaque élève de la même classe, on n'a pas de distance physique à respecter. Ceci étant dit… Parfait. On vient ici parce que, la piscine, en tant que COVID, là, on le sait, ça a réouvert depuis quelques semaines, mais ça vient avec son lot d'enjeux pour toute l'équipe qui travaille ici. Oui, le plus gros enjeu qu'on a dû faire face, nous, les responsables aquatiques, c'est vraiment pour la capacité d'accueil. On a une capacité maximale très différente d'avant. Donc, on calcule ça avec les mètres carrés. Ils nous demandent d'avoir 7 mètres carrés pour l'utilisation d'une piscine, pour laisser l'espace aux gens de se baigner en baignade libre. Donc, si on calcule le 7 mètres carrés, notre capacité maximale est rendue à 60 personnes à la fois pour la baignade libre. Ça fait quand même une bonne différence, là. Oui, puis en bain libre, en longueur, c'est 36 à la fois, donc 6 par corridor. C'est quand même bien. Donc, on comprend que parmi les enjeux, il y a même une différence entre les bains libres et les cours. Là. Les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Oui, pour les cours de natation, il y a tout autre enjeu. C'est vraiment là pour les cours de natation ce qui va être différent. Le reste la même chose, mais ça va être pour les tout-petits. Nos petits bambins âgés de 3 ans et plus, ils devront être accompagnés d'un parent dans l'eau. D'un seul parent dans l'eau. Pour jouer, le parent va jouer l'assistant moniteur et pour que le moniteur puisse garder son 2 mètres de distanciation avec les enfants. Ça va être la plus grosse différence là, pour les cours de natation. On va aller faire tantôt le parcours du baigneur parce que ça aussi, les gens en ont peut-être entendu parler. Hein? Maintenant, l'accès à la piscine est différent, mais tout aussi agréable et positive. Effectivement. C'est sûr que, on est dans une piscine, ça sent clair, on a l'impression que c'est propre, mais il y a des mesures particulières qui ont dû être prises, j'imagine, au niveau de l'entretien. Oui, tout reste la même chose qu'auparavant. Nos tests d'eau, il faut qu'ils soient conformes selon la régie du bâtiment. Nous, on a des normes à respecter très rigoureuses. On prend les tests d'eau aux 3 heures. Donc, il faut que tout le classe soit conforme aux normes dites par la régie du bâtiment.
On a parlé rapidement des changements. Bon, au niveau du bain libre, on l'a dit, la capacité d'accueil. Au niveau des cours, ben papa, maman va être dans l'eau avec les enfants. Oui. Un parent seulement. Ah, un parent. Pas papa, Donc, papa maman. ou maman. Exactement. va être dans l'eau oui, avec les parce enfants. que ça va prendre plus de place, donc il va y avoir moins d'inscriptions possibles là, pour la session d'automne. Effectivement. Mais il y a des changements aussi, bien entendu, reliés à des nouvelles consignes, mais il y a des changements au niveau du vestiaire qui sont importants parce que là, on doit un peu prévoir notre visite avant de venir à la piscine. Oui, c'est ça. Il faut prévoir toujours, comme tout le monde, apporter le couvre-visage. Dès l'entrée de la piscine, il faut avoir le couvre-visage. On se désinfecte les mains, on va à l'accueil payer si c'est un bain libre. Ensuite, on passe côté vestiaire. Et côté vestiaire, on dit aux gens d'arriver seulement que 5 minutes avant l'activité. Le pourquoi de ça, c'est vraiment empêcher là, une grosse partie. Pas de rassemblement, en fait. C'est ça, qu'il y ait beaucoup de monde dans le vestiaire en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit d'arriver seulement 5 minutes avant l'activité. Et après l'activité, quitter le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on n'a pas accès aux douches présentement. Donc, je peux me changer, oui, mais les douches ne sont pas accessibles. C'est ça. Tout est accessible, les cabines de déshabillage, sauf les douches et par le fait même les casiers. On a dû enlever les casiers, donc les gens sont invités à apporter leur sac, mettre leurs effets personnels dans le sac et l'apporter sur le bord de la piscine. Donc, l'activité reste la même, c'est juste qu'on prévoit s'apporter un sac, on prévoit le temps, hein, on n'a pas, si on arrive en famille, bien, on prévoit peut-être de faire certaines choses à la maison, vu qu'on aura 5 minutes dans le vestiaire avant la piscine. C'est ça. Puis après, on quitte rapidement. Puis on dit aussi d'éviter d'avoir des spectateurs, donc pour éviter les rassemblements également. Et là, bien, hein, on va le spécifier quand même, mais le masque n'est pas obligatoire dans la piscine, bien entendu. Non, pas le masque, mais le couvre-visage. C'est ça. Le couvre-visage, on le dépose lorsque, après le vestiaire, on sort sur le bord de la piscine avec le couvre-visage, puis ensuite, on va le déposer sur notre sac. Puis, on s'en va à la baignade, on l'enlève, on le remet seulement là, après la baignade. Et là, tout ça, là, ça semble peut-être un peu compliqué, mais on va le faire ensemble. Après, on va voir, ça va très vite, le parcours du baigneur. Toutes les informations sont sur le site Internet de la Ville aussi. Oui. Mais là, c'est venu avec un autre défi, ça, au niveau de la formation du personnel, parce que là, ça vient avec des nouveautés. Donc, j'imagine que de votre côté, il y a eu des nouveautés de ce côté-là aussi. Oui, pour les cours de natation, on a décidé d'offrir une nouveauté pour le temps de la COVID. C'est des groupes privés, mais familiales. Alors, le parent qui a 2, 3, 4 enfants pourront venir ensemble, même s'ils ne sont pas de même niveau, ils pourront suivre le cours de natation ensemble avec un parent dans l'eau si l'âge de l'enfant demande à ce que le parent soit dans l'eau. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on veut offrir à la clientèle. Puis, c'est ça, pour la formation des moniteurs sauveteurs, bien évidemment, on a eu beaucoup de formations faites pour les premiers soins. Ils ont beaucoup d'équipements de protection individuelle qu'ils doivent faire, donc des nouvelles procédures. Parce que tout est à revoir, hein, quand on parle de contact physique. Oui, c'est ça, exactement. Garder les distances de 2 mètres, mais faire un sauvetage à ce moment-là, ça apporte des petites modifications à faire là, dans les procédures de sauvetage. Tout à fait. Bien là, on me le disait, la piscine a réouvert ses portes il y a quelques semaines. Là, vous êtes en période d'inscription pour l'automne 2020. Oui, du 8 au 18 septembre, on prend les inscriptions pour la session d'automne. La session sera d'une durée de 10 semaines. Alors, vous pouvez faire les inscriptions sur le site Internet vic.to/piscine ou bien venir en personne le 9, 10 et 11 septembre sur les heures de bureau faire votre inscription. Super. Donc là, on rappelle aux gens, la piscine est là, c'est toujours aussi agréable. Venez pratiquer, c'est votre sport, vous appréciez. Venez nous voir, l'équipe de la piscine Édouard Dubord est présente. Toutes les informations, on peut peut-être inviter les gens à aller lire les nouvelles consignes avant de se présenter, ça évite les mauvaises surprises. Exactement. Puis pour les cours de natation, je veux juste le spécifier, c'est pas tous les parents qui devront être dans l'eau avec l'enfant, c'est vraiment les enfants en bas âge. Puis c'est de junior 2 et moins. Donc, tous les enfants de niveau préscolaire, junior 1, 2, le parent devra être dans l'eau. Les tout petits, les cours de fin de semaine. Mais les cours sur les soirs de semaine, les mardis, vendredis, le parent n'est pas obligé d'être dans l'eau pour le junior 3 et plus. Super. Donc, pour prouver aux gens que c'est relativement simple, le parcours du baigneur, une fois qu'on est au courant des nouvelles consignes, on va aller faire ça avec ton équipe. Parfait, Fanny. Merci, Cathy.
vous avais mentionné qu'on parlerait de loisirs et qu'on parlerait d'environnement. Et c'est ce qu'on va faire avec Karine Guérard, qui est directrice du service du génie. Bonjour, Karine. Bonjour, Fanny. Je parle environnement parce que, en fait, ça couvre beaucoup plus large que ça, mais on va parler de la gestion des surplus d'eau. On en entend parler, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises depuis quelques années. Je comprends donc que c'est un enjeu particulier. Oui, effectivement, Fanny. Du point de vue, c'est sûr que la gestion des eaux de pluie, c'est quelque chose, en fait, qui est promu par le ministère de l'Environnement depuis déjà quelques années. Puis il y a même en fait, de la gestion des eaux de pluie à mettre en place quand on fait des nouveaux projets. Par contre, les enjeux qu'on a ici à Victo avec les eaux de pluie, c'est que nos réseaux ne sont pas tous séparés. C'est qu'on a des réseaux séparatifs dans la plupart des nouveaux quartiers, mais on a encore des réseaux d'égouts combinés qui acheminent l'eau à notre usine d'épuration, mais qui, malheureusement, en temps de pluie, débordent à la rivière. Et c'est ces débordements-là qu'on veut venir minimiser en gérant l'eau à la source, l'eau de pluie à la source, en la gérant sur le terrain où elle doit être drainée, ce qui fait qu'on en envoie moins dans le réseau d'égouts et donc moins à l'usine de traitement des eaux usées et moins à la rivière quand c'est des plus grosses pluies. Donc là, c'est environnement et économique, on en parlera un peu plus tard, mais là, les gens ont vu apparaître là, certaines initiatives. Là, on est devant le pavé alvéolé du stationnement de Bigarré. Je comprends que c'est un défi quand même de s'adapter à chaque environnement parce qu'il n'y a pas une formule magique quand on parle de gestion des surplus d'eau. Bien non, évidemment, parce qu'effectivement, quand on arrive à faire la conception de génie civil, en drainage, l'eau se draine du point haut au point bas. Donc déjà, en partant, il faut évaluer les pentes du terrain. Et pour justement, d'un point de vue économique, éviter qu'on soit en remblai trop coûteux ou en déblais trop coûteux, on essaie de s'adapter le plus possible à la topographie du terrain. Ce qui fait que l'eau, bien évidemment, on va tenter de la gérer dans les points bas. Par exemple, ici, dans le stationnement, le point bas est de chaque côté du stationnement. Dans les nouveaux développements, bien, c'est la même chose. On fait des réseaux de drainage souterrains qui vont être gérés la plupart du temps par des bassins de rétention. Ceci dit, il y a d'autres façons de faire la gestion des eaux de pluie, mais le plus classique, c'est le drainage par conduite avec des bassins de rétention qui auront des ouvrages de contrôle pour réduire la charge hydraulique, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on va rejeter dans notre réseau collecteur d'égouts. Donc, certains quartiers vont voir des bassins de rétention. On voit des stationnements comme le Pierre-Laporte qui a été repensé, où on voit le pavé alvéolé. Il y a d'autres exemples d'initiatives qu'on peut prendre pour la gestion des surplus d'eau. Oui, tout à fait. Puis ça peut souvent être aussi des méthodes combinées. Si on prend l'exemple du stationnement Pierre-Laporte, on a un combiné de pavés alvéolés puis de noues végétalisés. En fait, c'est que dans tous les éléments de conception qu'on doit tenir compte, on doit gérer une quantité d'eau avec des récurrences de pluie demandées aussi par le ministère de l'Environnement. Puis on doit aussi gérer la qualité des eaux qu'on va rejeter dans l'environnement. C'est-à-dire que bien que ce soit des eaux de pluie, on n'aura pas les mêmes types de polluants qu'on a dans les eaux usées, par exemple. Par contre, les matières en suspension, ce sera quelque chose qu'on va tenter de gérer pour ne pas en rejeter trop dans les milieux naturels. Donc, dans le cas de stationnement Pierre-Laporte, on a fait un mix de noues végétalisées et de pavés alvéolés. Le pavé alvéolé, ce qui permet, c'est de recharger la nappe phréatique, de favoriser l'infiltration dans notre sous-sol. Évidemment, il faut avoir les conditions idéales pour le faire parce qu'on ne doit pas être nécessairement trop collé sur la nappe phréatique. Notre roc ne doit pas être trop haut non plus. Donc, il y a différents paramètres dans notre conception qu'on doit tenir compte quand on fait ce genre d'aménagement-là. Les noues ou les fossés végétalisés, eux autres, ils vont avoir un drain en dessous qui va recueillir le surplus d'eau qui n'arrivera pas à percoler dans le sol. Donc, c'est différentes façons de faire la gestion des eaux de pluie à la source. Donc là, on innove, on sort des sentiers battus. Certaines villes avaient déjà initié certaines initiatives. Les citoyens vont voir apparaître dans leur paysage ce genre d'initiative-là. On disait, c'est nécessaire pour l'environnement. Ça a un côté économique aussi, entre autres pour l'entretien des infrastructures. Bien oui, tout à fait, parce que c'est sûr que plus ça va, puis plus les quantités d'eau de pluie qui tombent sont importantes. C'est des quantités d'eau qu'on envoie à notre usine d'épuration quand le réseau est capable de l'acheminer. Ça fait une quantité d'eau à traiter de plus, donc des coûts supplémentaires, mais aussi au niveau des grosseurs de conduite. C'est-à-dire que quand on va changer nos conduites, on va falloir les faire assez
assez grosse pour que toute cette eau-là puisse s'écouler sans déborder. Donc, c'est tous des paramètres, là, effectivement, qu'au niveau économique, on vient diminuer cette charge-là et donc on économise à l'usine, on économise quand on refait nos projets. Puis, c'est sûr qu'on va avoir à s'adapter aussi dans le paysage urbain parce qu'on en a quand même depuis plusieurs années qui s'installent à Victoriaville, notamment dans la rue Godin, on en a fait. Sur le boulevard Boisfranc, vous avez remarqué, là, on a refait la piste cyclable, mais il y a une petite bande entre les deux qui est là pour justement essayer de favoriser une infiltration aussi. On a le secteur Cormier aussi, où on installe des noues. Dans le parc industriel, où on a des tranchées drainantes. Puis nos promoteurs aussi, qui développent des nouveaux quartiers, qui ont des bassins de rétention, puis même parfois des jardins de pluie. Donc, c'est toutes des nouvelles technologies là, qui ont vu le jour à Victo là, dans les dernières années. Donc, on comprend que maintenant, chaque projet, cet aspect-là va être réfléchi pour les nouveaux projets à venir là, à Victoriaville. Bien, tout à fait. Merci beaucoup, Karine. Bien, merci, Fanny. On est maintenant avec Karline Gazal, qui est coordonnatrice développement durable à la Ville de Victoriaville. Bonjour, Karline. Allô. On est en plein les deux pieds dans la zone de biodiversité qui a été instaurée à la halle d'Arthabasca. Donc, c'est pour ça que vous entendez des voitures, mais dans un sens de montrer qu'on peut faire ça partout, ce genre de zone de biodiversité-là. Et c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que c'est ça, une zone de biodiversité? Dans le fond, là, de plus en plus, on parle de biodiversité. De plus en plus, on parle de nos insectes pollinisateurs qui sont en danger parce que là, à cause des insecticides et tout, mais aussi parce que leur habitat se détériore. Hein. On se retrouve beaucoup avec des monocultures d'une espèce en milieu agricole, mais même en milieu urbain. Là, quand on regarde les terrains en milieu urbanisé, ben c'est de la graminée, c'est tondu, donc on n'a pas de fleurs, on n'a pas de biodiversité pour alimenter ces insectes-là qui sont super importants là, dans notre vie parce que sans eux, on ne pourrait pas manger. Donc, c'est vraiment les pollinisateurs, c'est vraiment des insectes super importants là, pour notre vie à nous aussi. Oui, parce qu'ils ont de l'importance dans cette grande chaîne-là. Exactement. Et là, c'est intéressant de voir parce que justement, on le dit, on est à la halle d'Arthabasca sur la 116. Oui. Donc, il y a une décision qui a été prise ici de laisser la nature prendre sa place. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ben oui, puis ça s'est fait assez en jasant avec les travaux publics. On voulait instaurer tranquillement des zones. Puis là, avec COVID, ça a comme modifié un peu nos élans. On voulait annoncer que la ville serait amie des monarques. Donc, il y a vraiment un volet biodiversité à ça. Mais là, en jasant avec les travaux publics, ils ont dit, bien, il y a des zones qu'on tombe, puis peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'étendre, tu sais. Donc, on voit ici, là, ça en est un bel exemple. Il y a pas d'activité, il n'y a pas de table de pique-nique. On n'a pas besoin d'avoir une pelouse tondue à cet endroit-ci. Donc, on peut laisser aller. En plus, on est près de la rivière. Il y a la bande de protection qui est là, qui est bien végétalisée. Mais toute la section ici qu'on a plantée, en plus des petits arbres dernièrement, bien, on laisse la végétation pousser. Il y a une banque de graines et on voit déjà, là, après quelques semaines, un mois, qu'on a vraiment déjà des fleurs. J'ai vu tantôt un papillon. Donc, déjà, on voit une différence en laissant aller la nature. Donc, on n'a rien ensemencé là, à part planter nos petits arbres cette année. Donc, on fait juste laisser aller. Donc, on tombe plus. Et à ce moment-là, on voit des belles surprises. Et c'est important, d'autant plus en milieu urbain. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Parce que, bon, on le disait, là, tout est uniformisé. Oui. La variété est peut-être pas tant présente en ville. Donc, de voir ça... ça fait du bien pour nos insectes, pour nos petits animaux et tout ça. Là. C'est bien, les gens plantent beaucoup de fleurs en façade de leur maison, c'est bien, mais c'est souvent des plantes horticoles. C'est sûr qu'il y a des pollinisateurs qui vont les utiliser, mais quand on laisse aller dans la nature, c'est des plantes indigènes qui vont pousser. Donc, des plantes du Québec, bien adaptées, qui sont adaptées à nos pollinisateurs. Donc, à ce moment-là, nos insectes vont les reconnaître, puis vont venir butiner. Puis c'est comme ça aussi là, qu'on augmente les populations de pollinisateurs qui vont polliniser nos potagers, nos terres agricoles aussi. Donc, c'est vraiment un plus. Puis chaque petit geste, ben, sont importants. Donc, si sur un terrain municipal qu'on tombe depuis des années puis qu'on se rend compte, ben peut-être celui-là, c'est pas nécessaire, ben ça va être, c'est sûr, de justement en parler parce que les gens vont souvent trouver ça... Ah, ben c'est pas beau, c'est pas entretenu, c'est pas entretenu, mais il faut le voir différemment, il faut le voir de la façon
de la nature. On va retrouver plus de petits animaux, les oiseaux aussi. Plus il y a d'insectes, plus les oiseaux vont être là. C'est bon pour nos chauves-souris, c'est bon pour notre biodiversité. Puis notre nature. Donc, même en milieu urbain, c'est important de laisser aller la nature. D'ailleurs, ces zones-là sont identifiées. Hein? On l'a vu, on a l'affiche zone de biodiversité qui informe les gens sur ce qui se passe là. Oui. Beaucoup de petites initiatives comme ça. C'est pas la seule à Victoriaville, la zone de biodiversité. Non, ben là, on a décidé une autre zone aussi au bout de la rue Poisson. Là, on a un petit cours d'eau qui passe aussi proche de la station de pompage. Donc, celle-là aussi, on se disait, pourquoi tondre à ce moment-là? On l'a laissé aller. Là, il n'y a pas d'affichage encore, mais ça s'en vient. Il y a un autre beau projet là, qui est venu d'une citoyenne engagée, ancien professeur, passionné des papillons monarques. Donc, il y a même un petit projet en cours là, au parc Ginette Genois sur le papillon monarque. Donc, là aussi, c'est un peu le même principe. Oui, dans le fond, on laisse aller. C'est sûr que là, dans ce cas-là, il va y avoir de la plantation. On va favoriser le monarque en tant que tel. Donc, on veut de l'asclépiade. Donc, il va y avoir l'installation de plants. Donc, on va planter vraiment de la plante qui est nécessaire à la reproduction du monarque. Mais ça, à ce moment-là, on vous l'annoncera là, au printemps prochain. Ce beau projet-là aussi. Parce que la ville de Victoriaville met de l'avant beaucoup la biodiversité depuis quelques années. On a vu le projet de l'étang Roger-Paquet. Donc, c'est important. Il y a vraiment un objectif en arrière de ça qui est important pour la ville de Victoriaville. Ben oui, on parle de milieux humides aussi bientôt. Là, il va y avoir les plans régionaux de milieux humides et hydriques là, de la MRC qui vont être approuvés. Puis il va falloir que la ville aussi décide des territoires où on va créer des nouveaux milieux humides, où on va protéger nos milieux humides, tant humides, hydriques et naturels. Donc, c'est ça, on enclenche vraiment une démarche de protection. Et puis, c'est pour notre futur, c'est pour nos enfants aussi, quand ils seront plus tard, qui vont pouvoir vraiment apprécier et pouvoir bénéficier des choses qu'on fait aujourd'hui. Donc, les gens pourront le croiser sur le territoire. Les zones de biodiversité, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est une première. Ici, quand même, une vaste zone là, qui a été consacrée là, vraiment à notre biodiversité. Donc, les gens pourront la voir. Ils font un petit passage à l'Arthabasca. Oui, puis l'an prochain, vous allez voir, là, ça fait juste quelques semaines. Mais après quelques années, là, les arbustes vont arriver. Puis à ce moment-là, on sera avec un milieu super intéressant là, pour notre faune et notre flore. Une belle initiative de la ville de Victoriaville. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.